À la une ce soir, le nouveau recteur de Guyane fait ses premiers pas. Youssouphi Touré est arrivé en début de mois et entame plusieurs années auprès de notre académie. Une première expérience pour un homme qui se dit optimiste et prêt à retrousser ses manches. Des jeux d'échecs pour susciter l'amour des chiffres. Dans le cadre de la semaine des mathématiques, 350 élèves du CP à la 4e à Rochambeau ont participé aujourd'hui à de multiples jeux avec comme moment phare un tournoi d'échecs. Dans ce journal également, un permis de conduire gratuit. 10 jeunes Guyanais vont en bénéficier en échange de travaux d'intérêt général et d'une formation. 3 communes sont concernées par ce dispositif. Et puis un chef cuisinier guyanais participera au trophée des chefs ultramarins dans quelques jours en Guadeloupe. Nous l'avons rencontré, Silvio Champestin vous fait découvrir comment il compte présenter la Guyane. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour cette tranche d'information. Vous le savez, l'Académie a un nouveau recteur, M. Youssouphi Touré. Arrivé dans le département en début de mois, l'ancien président de l'Université d'Orléans remplace Philippe Lacombe, parti rejoindre, lui, la Corse. Comme pour ce dernier, la Guyane sera une première expérience au poste de recteur. Jonathan Lariot l'a rencontré dans ses premiers pas à l'Académie de Guyane. Ce bureau, Youssouphi Touré ne l'occupe que depuis une dizaine de jours. Désigné recteur de l'Académie de Guyane par le Conseil des ministres le 2 mars dernier, il succède à Philippe Lacombe, en poste depuis 2014. Ancien président de l'Université d'Orléans, il endosse pour la première fois le titre de recteur. Et pour lui, la Guyane est un vrai défi. Ça va le faire. L'éducation nationale ici n'est pas compliquée, elle est même plus claire, je dirais. Ce n'est pas le mot compliqué qui me vient en tête, c'est le mot plus clair. Elle est claire dans le sens où, quand vous regardez la démographie ici, que vous avez 49% de la population qui a entre 0 et 25 ans, et que juste 7% sont au-dessus de 60, vous vous rendez compte tout de suite que l'éducation nationale est un des piliers de la construction de l'avenir ici. Je pense qu'il y a un bon challenge d'accompagner les équipes qui ont déjà commencé, quand vous regardez tout ce qui est déjà réalisé. Si les dysfonctionnements sont nombreux au sein de l'éducation sur le territoire, le nouveau recteur reste positif. Sa politique, être ensemble afin de construire l'avenir. Je ne nie pas les difficultés de construction d'écoles, je ne nie pas les difficultés qu'on peut avoir dans ces dispositions-là avec la rareté financière qu'il y a au niveau national. Honnêtement, sur l'histoire d'un territoire, c'est un instant. La capacité, le potentiel, l'envie, les convictions qu'on a, on peut les utiliser que pour l'avenir. Et donc c'est pour cela que je cherche, depuis que je suis là, à essayer de voir les traces d'avenir qu'on peut trouver dans l'histoire. Mais la conviction que j'ai actuellement, c'est le fait que les énergies sont toutes là. Le synchronisme a commencé, il faut le renforcer pour aller encore plus vers l'avenir. Pour l'instant, pas de programme particulier. Dans les prochains jours, le nouveau recteur continuera à rencontrer le personnel enseignant de Guyane, une manière de se mettre dans le bain avant d'attaquer le chantier. Je vous le disais en titre, la semaine des mathématiques se tient en ce moment. Pour l'occasion, 350 élèves du CP à la 4e à Rochambeau ont participé aujourd'hui à de multiples jeux de logique et de calcul. Un moment fort dans la journée, l'incontournable tournoi d'échecs. Maxime de la Houplière. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Parlons emploi maintenant avec le Café Travail, une rencontre organisée par l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Tous les 3 mois, un moment débat, échange et témoignage ouvert à tous et gratuit dans un cadre convivial. L'occasion aussi de proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail. On écoute les précisions de la responsable de l'événement au micro de Marie-Aude Kléber. C'est vraiment un espace de discussion où la parole est libre, tout en respectant l'avis de tout un chacun, puisque avoir un avis différent, contradictoire, ça permet aussi de faire évoluer notre point de vue, de faire évoluer notre opinion. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent librement sans pour autant avoir cet aspect de barrière hiérarchique qui, on le sait très bien, dans un milieu professionnel, nous freine pour pouvoir dire certaines choses. Et pour l'ARAC, c'est vraiment du coup percevoir le ressenti, c'est vraiment de la matière sur laquelle on pourra travailler par la suite et orienter nos actions au sein des entreprises en ce qui concerne la diversité interculturelle en Guyane.
Nous vous parlions hier du phénomène de mule, fléau dévastateur pour de nombreux jeunes ultramarins et qui conduit souvent à de tristes sorts, comme celui d'une Martiniquaise de 21 ans. La jeune femme est décédée d'un arrêt cardiaque mercredi, quelques jours après son arrivée à Paris. En cause, l'emballage d'une boulette de cocaïne qu'elle avait ingérée a cédé en plein vol. Loïc Régis et Frédéric Mazy. La jeune étudiante aurait avalé plusieurs capsules de cocaïne avant son départ pour Paris. En plein vol, au moins 2 doses auraient explosé. La foyalaise de 21 ans fait un malaise dans l'avion et arrive à Orly dans un état jugé sérieux. À l'hôpital, elle plonge dans un coma dont elle ne sortira jamais. La jeune Martiniquaise décède finalement dimanche. Ce serait la première fois qu'une mule meurt en partance de la Martinique. Un voyage risqué. Ce jeune homme, que nous appellerons David, a plusieurs fois effectué des transports de cocaïne avant d'être intercepté par les douanes. Motivé par l'argent rapide et facile, il décide en 2014 de participer à un trafic. Je fais de la cocaïne montée en France. Je ne suis pas fier, mais voilà, c'était pour ma survie. J'avais besoin un peu d'argent. Tu vois, ma maman, elle travaille. Pas tous les jours qu'elle peut me donner, quoi. Alors, j'ai fait quelqu'un m'a avancé de la cocaïne. Parce que j'avais pas moi-même, j'avais pas de drogue. J'ai fait 400 montées. 400 gommes, m'a donné 3000, 3006. Tout s'est passé très vite, le réseau était bien organisé. Il m'a ramené tout préparé, j'ai pas eu le temps de voir franchement comment il prépare ses affaires. Il a préparé la cocaïne pour moi et puis voilà. Je suis arrivé en France, il m'a donné un numéro. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai contacté la personne que je devais voir. On m'a payé et puis voilà, moi bien sûr. J'allais faire mes vacances aussi. Un appât du gain qui préoccupe la justice. En Martinique, le nombre de mules serait en augmentation ces dernières années. C'est un phénomène sur lequel nous avons eu plus de dossiers en 2015 qu'en 2014 et plus qu'en 2013. Donc on est sur un phénomène qui en 2015 notamment a été effectivement un phénomène qui a pris de l'ampleur. Difficile de dégager un profil type selon le procureur, mais il s'agirait avant tout de personnes inactives et en manque d'argent. On a là aussi une grande variété de choses, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, hein, on a des hommes et des femmes. Le profil qu'on retrouve un petit peu plus sont effectivement des gens qui ne sont pas obligatoirement des jeunes, plutôt vers la trentaine, souvent sans travail et qui se sont retrouvés impliqués dans ces affaires contre rémunération. L'an passé, les services des douanes de l'aéroport Aimé Césaire ont interpellé une dizaine de mules. Le transport illicite de stupéfiants est passible de plusieurs années d'emprisonnement et d'amendes dépassant largement le prix de la... Nous allons enfin pouvoir revenir maintenant sur cette semaine des mathématiques qui se tient en ce moment. Je vous le disais, pour l'occasion, 350 élèves du CP à la 4e à Rochambeau ont participé aujourd'hui à plusieurs jeux de logique et de calcul. Un moment fort, l'incontournable tournoi d'échecs, comme nous le montre Maxime de la Houplière. À l'école Rochambeau de Matoury, on joue aux échecs. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine des mathématiques, mais les 64 cases du plateau d'échecs, ici, on les pratique toute l'année. C'est un genre de calcul pour jouer une pièce que l'adversaire ne s'attend pas qu'on va jouer. Ça m'apprend à calculer et à faire des tactiques aussi. L'objectif, c'est vraiment d'observer pour comprendre et une fois qu'on a compris, on agit. Voilà. C'est vraiment l'observation, la concentration qui détermine en fait la réussite. En fait, c'est le succès par les échecs, tout simplement. Lorsque vous êtes sur l'échiquier, vous observez mal la situation, vous vous trouvez tout de suite en difficulté. Pareil pour la résolution de problèmes, par exemple. Si vous lisez mal l'énoncé, si vous loupez une information, vous ne pouvez pas résoudre correctement le problème. Donc le lien, le parallèle est tout de suite trouvé. Un outil pédagogique donc, mais pas seulement. Jouer aux échecs, c'est un peu comme une leçon de vie. C'est en tout cas ce que pense Alexandre, triple champion de Guyane. Ce sont des choix qu'on fait. Peu importe ce qu'on fait, il y aura une réponse qui va se faire, c'est action-réaction. Et il n'y a pas de mauvais choix en fait. Ça sera peut-être un mauvais choix par rapport à ce que l'autre a répondu. Mais c'est quand même une expérience. Et souvent, comme on dit, ce n'est pas dans une victoire qu'on apprend, c'est souvent dans les défaites. Et dans les échecs, c'est ce qu'on peut apprendre.
Aborder les maths à travers un échiquier, ça marche aussi en CP. On est bien sûr très loin d'un Kasparov ou d'un Bobby Fischer, mais qui sait, peut-être un jour. Le permis de conduire dans un paquet cadeau ou presque, c'est la chance offerte à 10 jeunes Guyanais pour l'opération Permis solidaire. En contrepartie du financement de leur permis, ils devront suivre une formation et réaliser quelques travaux d'intérêt général. Une initiative du plan local pour l'insertion et l'emploi et qui sera expérimentée pour sa première dans 3 communes. Xavier Paul Lepelletier. Avoir un travail c'est bien, mais le garder c'est mieux. Un permis solidaire. Un doux rêve concrétisé par le pli pour 30 jeunes en insertion issus d'Irakubo, Makroya et Sinamari, de quoi régler pas mal de leurs problèmes. Comme j'habite à Makroya, c'est un petit peu difficile pour aller à Cayenne pour chercher du travail. Justement, comme j'ai des formations de restauration, je voulais travailler à Cayenne. Mais comme je n'ai pas de transport, c'est difficile à Makroya et pour la pointe de stop, c'est un peu de euros. Avec ce dispositif, ces jeunes demandeurs d'emploi n'auront pas un centime à débourser, une chance dont ils sont bien conscients. Je suis là pour saisir ma chance, donc je vais saisir ma chance et regarder, et pour regarder l'opportunité que j'aurai. La mission locale, comme tout le monde, je pense, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé si je voulais faire partie du Pli Guyane, l'aide au permis de conduire. J'ai dit pourquoi pas, je suis venue, je me suis présentée et au final, c'est pas tout ce qu'ils nous ont dit au premier entretien qu'on nous a dit là aujourd'hui. Donc on ne pensait pas qu'il y aurait eu les centres de formation et tout. Donc, franchement, c'était une grande découverte pour moi. Donc pour toi, c'est encore mieux, c'est un plus? Non, c'est vraiment bien, c'est un plus, c'est intéressant, mais comme je dis, et après, au quotidien, il y a des contraintes. En contrepartie de leurs heures de conduite, les jeunes suivent donc une formation de remise à niveau et participent à 70 heures de travaux d'intérêt général. Pour Jimmy, moniteur d'auto-école à Makroya, la préparation du permis offre un supplément de rigueur à ces jeunes en insertion. Ça demande de la rigueur, ça demande de la motivation et ça demande de savoir analyser les choses, ça demande aussi de se remettre en question par moment. Parce que des fois, ça peut ne pas bien se passer entre le moniteur et l'élève. Donc il faut savoir aussi se remettre en question par moment. Et c'est pareil pour l'emploi. Des fois, on a envie de faire tel emploi, mais on ne se pose pas la question, est-ce que moi j'ai les bagages pour faire ce type d'emploi-là. Donc c'est à peu près l'apprentissage est similaire. En fait. Financé en totalité par le Pli à hauteur de 100 000 €, cette initiative devrait s'ouvrir à d'autres communes en cours d'année. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons l'expérience de jeunes scientifiques du lycée, d'un lycée de Kourou pour tester l'apesanteur, un projet qu'ils présenteront bientôt au CNES en métropole. Et puis un chef guyanais s'apprête à partir, nous représenter en Guadeloupe lors d'une compétition interrégionale prévue le 19 mars. Son portrait est à suivre dans quelques instants. Tester l'apesanteur sur des robots embarqués pour l'espace, c'est possible sans être cosmonaute et c'est l'objectif de cet étudiant en ingénierie du lycée Gaston Monnerville de Kourou. Depuis le début de l'année, il travaille sur des machines complexes pouvant mesurer l'absence de gravité. Ils partiront dans quelques jours pour l'Hexagone pour présenter ces travaux à des chercheurs du CNES. Les prototypes seront d'ailleurs testés à bord d'un Airbus A310 zéro gravité. Xavier Paul Lepelletier. 2 heures par semaine, un bien lourd engagement pour des élèves qui vont passer le bac, mais 2 heures qui vont leur permettre de partir dans quelques jours pour Bordeaux, où seront testés des prototypes qu'ils dorlotent depuis le début de l'année, en l'absence de gravité. Mais au fait, pourquoi faire? Si on est dans une navette spatiale en apesanteur, donc il y a de l'air mais il n'y a pas de pesanteur, ou si on est sur une planète dans laquelle il y a moins de gravité que sur Terre, comment est-ce qu'il vaut mieux se déplacer? On ne va plus être dans les mêmes conditions que sur Terre, donc on peut envisager de se déplacer avec d'autres moyens de locomotion. Le battement des ailes est une possibilité à envisager, la rotation d'hélice, voilà. Donc on étudie un peu d'autres moyens de locomotion possibles dans une atmosphère, parce qu'il faut qu'il y ait de l'air, mais sans peu ou avec moins de pesanteur que sur Terre.
C'est beaucoup d'investissement pour eux, c'est un point de vue du travail, sur la durée, mais en même temps, ils découvrent très concrètement comment on mène un projet de A à Z, de l'émergence de l'idée jusqu'à la réalisation concrète des éléments et leurs tests dans des conditions ici très particulières. 3 expériences pour 2 prototypes, un oiseau robotique et un cube à hélice. Une idée imaginée par Jean-François Pustet, c'est de créer une sorte de robot qui serait capable de se placer dans un conteneur en 0G. Donc pour ça, on a eu l'idée de se déplacer avec des ventilateurs qui créeraient du vent, en quelque sorte, afin de se placer au centre. Et pour détecter les murs, on a créé des capteurs à ultrasons. Là, concrètement, les applications qu'on pourrait avoir, c'est déterminer comment un appareil peut se comporter dans un milieu où il n'y a pas de gravité, mais avec une présence d'air. Comment sa consommation énergétique est influée, si ça consomme plus, si ça consomme moins. C'est en fait tout le comportement d'un objet sans gravité. Et afin que leurs camarades restés en Guyane puissent suivre au quotidien les aventures de leurs copains partis à Bordeaux, un blog a été mis en place. Le blog, on peut le trouver sur internet en tapant Gaston s'envole ou sinon dans la barre d'adresse www.gastondanslespace.wordpress.com. Les photos, donc c'est moi qui les prends pendant les heures de cours. Et donc voilà. On a plusieurs sections. La section à propos qui récapitule l'enjeu du projet. Et ensuite, il y a 3 sections pour chaque expérience que nous allons réaliser. À leur retour en Guyane, l'aventure ne sera pas finie pour Louis, Aurélie, Pierre-Emmanuel, Alexandre, Camille, Jean-François et Anderson. Vous pourrez découvrir leurs témoignages lors du Salon numérique de Guyane. On part en Guadeloupe maintenant avec une date anniversaire, les 40 ans de l'éruption de la Soufrière. C'était en 1976 et aujourd'hui le volcan reste en demi-sommeil. Il est néanmoins surveillé de très près par l'équipe de chercheurs et de techniciens du centre volcanologique de Goubert, comme nous le montre Loïs Ignace. Impossible d'oublier cette partie historique de la Guadeloupe, celle de l'éruption de la Soufrière le 8 juillet 1976. Les scientifiques ont mené de nombreuses études sur ce phénomène. La directrice de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Goubert nous raconte ce qui s'est passé au cœur du volcan. C'est la dernière éruption phréatique de la Soufrière en Guadeloupe qui a duré plusieurs mois avec plusieurs phases explosives importantes. On en a énuméré à peu près 26. Ça a démarré le 8 juillet 1976 et la dernière grosse explosion phréatique date du 1er mars 1977. Céline Dessert nous explique qu'une éruption phréatique ne contient pas de lave ni de magma. C'est le cas sur cette photo qui date du 22 septembre 1976. Et vous voyez là, vous avez un panache qui fait à peu près 2 km de hauteur au-dessus de la Soufrière. Et vous avez ce panache qui est constitué principalement de vapeur d'eau et de cendres volcaniques, mais des cendres froides qui étaient emprisonnées entre guillemets, coincées dans les fractures du volcan et qui, elles, dataient de la dernière éruption magmatique qui a 500 ans. Tous les moyens technologiques, informatiques et humains sont mis en œuvre pour observer ce volcan actif de type explosif, le plus surveillé au monde. Maintenant, on est passé à de la transmission Wi-Fi en direct avec l'observatoire, puisqu'on peut maintenant utiliser du Wi-Fi sur de très longues distances pour pouvoir communiquer. Donc c'est du Wi-Fi professionnel évidemment. Et puis on est même passé maintenant à de la transmission satellitaire. Un volcan bien vivant, comme en témoignent les fumerolles et les différents séismes. Alors doit-on prochainement craindre une éruption volcanologique ? Il n'y a pas de raison que ça change. Il y aura mais je ne sais pas vous dire quand, dans 50 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, une prochaine éruption magmatique avec un nouveau volcan. En tout cas, pour le moment, nous n'enregistrons aucun signe d'évolution de la chambre magmatique qui est située sous la Soufrière. La population peut donc dormir tranquille, la vieille dame est sous haute surveillance.
Parlons sport maintenant avec notre invité ce soir, Jacques Chinon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller technique fédéral auprès du comité régional de boxe. Il est besoin de vous présenter. Monsieur Chinon, on sait que la Guyane se prépare à accueillir le prochain championnat du monde de boxe au mois de mai. Le département avait déjà organisé un championnat d'Europe en 1994, avec notamment, on se souvient de Jacobin Yoms, alias l'ouragan de Cayenne. Mais des championnats du monde, c'est une première pour nous. C'est une première pour moi aussi. C'est un rêve aussi qu'on a tous eu, au moins d'organiser une fois un championnat du monde dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de concrétiser ce rêve et il y a beaucoup de monde autour de ce travail. Le comité régional, des sponsors, beaucoup de personnes apportent un concours pour que la Guyane, pour une fois, soit en avant dans cette discipline. Alors la Guyane se mobilise pour organiser ce championnat du monde, mais pourtant, cette fois, il n'y a pas de combattants guyanais qui participent. Ah si, pour le championnat du monde, non. C'est ça, voilà, pour le championnat du monde. Le championnat du monde, non, c'est pas un Guyanais. Mais c'est quand même, il n'est pas trop loin, c'est Martiniquais. Il est du gros monde. Il n'y a pas quand même quelque chose, peut-être une amertume quelque part qui vous dit que ce serait bien quand même qu'on ait des Guyanais qui y participent? Mais à l'époque, on avait des boxeurs capables de faire un titre WBF. La WBF n'existait pas encore. Donc, on était trop en avance sur le siècle, sur la nouvelle version qui est arrivée. Donc, ça nous a bloqué un peu le chemin, mais aujourd'hui la porte est ouverte à nos jeunes. Il y a une nouvelle fédération qui permet aux jeunes des départements et français de pouvoir faire des championnats du monde, la WBF. Donc aujourd'hui nous avons un Martiniquais, il est du gros monde, pour bien le préciser, et un Brésilien qui est de Belém. Alors justement, pour ces Guyanais dont on parle, à quoi va servir cette compétition, ce championnat du monde ici? Est-ce que c'est pour relancer finalement le domaine de la boxe en Guyane? Ah non, la boxe elle est là, nous avons des licenciés, ça marche bien, on a un comité qui travaille très bien avec les entraîneurs, nous avons des boxeurs qui tiennent le niveau, parce que nous avons quand même fait les demi-finales du championnat de France cette année. Et donc la Guyane est reconnue en France comme étant un pays qui a un potentiel de boxeurs. Donc un championnat du monde en Guyane... Ça ne va pas permettre, selon vous, quand même de relancer quelque chose ici? Le président du comité prend la balle au bon pour relancer la boxe aussi, pour présenter les jeunes et tout ce qu'il y a. Nous avons quand même Leonardo Mosquera, qui a été quand même demi-finaliste. Nous avons aussi Kesni, Arnaud Martinez qui est professionnel, Nguete de Saint-Laurent qui commence à venir. Donc, pour notre petit pays, j'estime que nous avons un potentiel de boxeurs qui commence à émerger... Chez nous, alors au niveau du financement en tout cas de cet événement, comment est répartie, on va dire, la somme et puis surtout quel budget est prévu pour cet événement? Alors c'est M. Jean Boucharin qui a eu la charge de trouver le financement qui s'élève à plus de 167 000 € pour ce championnat du monde. Une partie va aux 2 champions qui vont boxer et le reste c'est les billets d'avion, le séjour, l'hôtel et les différents professionnels qui vont boxer qui vont aussi bénéficier d'une bourse pour leur compétition. Ça demande aussi peut-être du travail sur place, sur les lieux de la compétition. C'est au PROG? C'est au PROG, ça se passera au PROG. Nous aurons le PROG dès le lundi 1er mai, dès le lundi 1er ou le 2, pour pouvoir déjà permettre aux boxeurs de venir s'entraîner et prendre possession des lieux. Donc le Brésilien arrive le 2, le Martiniquais, le Français arrive le 30, et il y a aussi M. Mormec. C'est Marc Mormec qui est le parrain de cette manifestation. Donc on est prêt finalement à accueillir cet événement au mois de mai. Ah oui, j'estime que c'est un événement. Pour nous, Guyanais, c'est un événement qu'on a privé à d'autres départements en faisant en Guyane un tel championnat du monde avec M. Mormec comme parrain de cette manifestation qui a tout de suite accepté de venir en Guyane pour nous apporter son concours pour cette manifestation. Donc je pense qu'il faut que nous soyons nombreux, nous Guyanais, autour de ce championnat du monde, pour faire voir aux différentes personnes qui verront ce championnat du monde qu'en Guyane, nous sommes très sportifs et que nous aimons la boxe. Justement, on parle de la Guyane avec vous, Monsieur Chinon. On connaît votre parcours et votre engagement auprès des jeunes pour les entraîner ici. Comment se porte la boxe chez nous, selon vous, aujourd'hui? Alors, la boxe chez nous se porte... Après, notamment, une époque, pardon de vous couper la parole, faste, dans les années 90, par exemple. Vous savez... La Guyane reste un des départements où la boxe est toujours restée présente. Depuis 1984, la boxe a quand même connu des grands moments. Maintenant, il y a un creux. Après Yoma Jacobin, nous sommes toujours présents. Ce comité qui est ici présent depuis 3-4 ans essaie de redynamiser la boxe
créer des manifestations pour les jeunes. Dans les communes, il y a maintenant 8 clubs. Donc il y a comme un travail qui est fait avec le président du comité. Et les filles aussi sont Il y a dans aussi ce, des dans ces filles. projets? Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Il y en a, elles sont engagées. Il y a une fille qui va boxer aussi le 6 mai. Il y a une fille qui va boxer du BCC qui va boxer contre une Trinidadienne. Très bien, il y a bon à savoir. Martinez qui va boxer aussi en professionnel. Et Leonardo et Cassim vont boxer des Trinidadiens. Donc, c'est un gros... Et puis comment il s'appelle? Nguete aussi. Il va Donc boxer. la discipline se porte bien finalement. Oui, elle se porte bien. Et nous ne sommes pas nombreux, mais nous faisons de belles choses. Nous présentons d'excellents boxeurs qui arrivent à plaire à l'extérieur. Et si je vous dis qu'il ne faut pas le répéter, M. Mormec vient ici pour observer Leonardo, pour le prendre dans son écurie en métropole. Je vous promets que je ne répéterai pas. En tout cas, merci beaucoup Jacques Chinon d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup madame, merci. Pour finir, ce journal Lumière maintenant sur un chef cuisinier qui s'apprête à défendre les saveurs de chez nous en Guadeloupe. Silvio Champestin est à la retraite mais travaille toujours depuis quelques années dans un restaurant basé à Montsinéry notamment. Il a été choisi pour participer au trophée des chefs ultramarins qui se tiendra dans quelques jours. Et ce matin, il nous a emmenés en cuisine pour nous donner un petit avant-goût. Mia Pierre. De la mer en passant par la terre jusqu'à l'assiette, voici le plat que Silvio Champestin va présenter au concours Trophée des Ultramarins le 19 mars prochain en Guadeloupe. C'est l'une de ses spécialités, damboué de giromont aux crevettes. Là je fais des damboués de crevettes au giromont. Silvio a commencé à cuisiner dès son plus jeune âge aux côtés de sa maman. La regarder faire, puis reproduire les plats à sa sauce, c'est quelque chose qui lui a toujours plu. Sa passion est devenue son métier. Je pense que c'est à la naissance, puisque j'ai toujours voulu être cuisinier et rien d'autre. Donc comme ma mère elle-même elle était cuisinière, donc elle m'a retransmis ses savoirs. Voilà. Eh bien, le plus petit que de chemin, puis j'ai assez fainéant à l'école, c'est que le CAP de cuisine. Et puis j'ai pris l'option de partir en métropole pour me former par des grands chefs. Voilà. Yolène Parsili est maître d'hôtel. La cuisine de Silvio Champestin, elle connaît bien. Cela fait 18 ans qu'elle travaille avec lui. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'il fait. Donc sa cuisine, elle est empreinte d'amour. Et je pense que c'est très important dans ce qu'on fait, qu'on comprenne qu'il y ait de l'amour. Parce que c'est une passion pour lui et je pense que c'est une vocation plus qu'une passion. Et une passion, et ça se transmet. Je pense que les clients, ils le ressentent quand ils mangent sa cuisine. Je pense qu'il va essayer de représenter dignement la Guyane. Enfin, le but de cette opération, c'est de promouvoir la Guyane à travers sa cuisine en particulier. Pour Silvio, la cuisine, c'est avant tout l'amour du métier et des produits. Ce concours est un moyen d'affronter des chefs venus de pays différents, de faire découvrir des saveurs guyanaises, mais aussi de s'évaluer. Quand je cuisine, je suis le premier égoutteur. Qui veut dire quand je souris, et ça va. Quand je ne souris pas, je jette, je refais. Voilà. Et je suis assez dur avec moi-même, puisque j'aime bien faire plaisir aux gens. Quand quelqu'un ne connaît pas particulièrement, et puis il mange mes plats, ils sauront qui est derrière ça. Il le saura, puisque ma cuisine me ressemble. Le trophée des chefs ultramarins sera l'occasion de réunir des chefs de talent. Un mélange de cultures aux multiples saveurs, un rendez-vous devenu incontournable. C'est la fin de votre page info locale, mais l'information continue avec nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. À tout à l'heure.